Alors, je vous propose de démarrer ensemble avec un premier cas. On va accueillir Marjorie Lefebvre. Vous avez un micro, en principe, juste en face de vous. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes PDG donc, de Adapt Service, référente départementale à Synerpa domicile. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre secteur d'activité? Parce que quand on pense service à domicile, on imagine en tout premier cas les services à domicile pour les personnes âgées. Or, ce n'est pas forcément que votre métier. Vous vous destinez à plusieurs publics. Oui, en fait, nous intervenons essentiellement sur la personne qui marque une dépendance, qu'elle soit définitive ou ponctuelle. Donc nous intervenons sur la personne âgée, mais quand on parle de problématique de dépendance à l'âge, on oublie souvent que quelquefois ça peut être un âge cumulatif à du handicap, qui peut être cumulatif à une problématique de dépendance sociale. Il ne faut pas oublier aussi la problématique de la dépendance sociale. Donc on intervient sur le champ de la dépendance liée à l'âge, le champ de la dépendance liée au handicap, le champ de la dépendance liée à la périhospitalisation, c'est-à-dire vous êtes dépendant à un moment donné de votre vie parce que vous avez un parcours, un cancer, une fracture, ce genre de choses, ou alors aussi tout ce qui est problématique de plus en plus récurrente, cumulative, avec du handicap dit social, c'est-à-dire avec des majeurs protégés sur tutelle qui ne sont plus en capacité de pouvoir prendre en charge correctement leur quotidien. Alors évidemment, on voit bien le panel, l'éventail de domaines d'activité ô combien variés, parce que là on parle évidemment de la santé, on parle de tous les thèmes qu'on veut aborder aujourd'hui, et on voit bien, vous m'avez dit, nos équipes, c'est directement au premier contact au quotidien, et donc vous avez une idée de management de l'innovation, vous avez dit, on est un peu les acteurs, on est un peu les intégrateurs du domicile, un peu, hein, et donc vous avez dit, on a besoin de monter en compétences et de chercher des collaborations pour monter en compétences nos équipes. Alors vous avez su trouver ces collaborations, et c'est un peu votre message également de les intégrer au parcours de soins. Expliquez-nous un peu ça. Alors en fait, on se rend compte aujourd'hui que on a pour les gens qui me connaissent, n'est-ce pas, on a un gros déficit de formation, hein, c'est ce qui est indiqué tout à l'heure. Ce qui était dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un grand cap entre ce qu'on apprend en formation initiale et la problématique du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, faire face à une souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, liée à une dépendance sur un domicile, parce qu'il faut savoir que quand vous intervenez au domicile, vous ne pouvez pas faire face à une équipe qui va pouvoir vous consolider à l'instant T, j'entends, face à une vraie souffrance, qui peut être aussi la vôtre, hein, parce que vous n'êtes même pas forcément toujours armé pour faire face à tout. Et on se rend compte que les formations initiales ne sont pas suffisantes. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que ces formations, nos collaborateurs puissent se renforcer. Donc il y a des collaborations qui peuvent être mises en place, par exemple comme ici avec la Fondation Opal, dans le cas de l'appartement thérapeutique, où nos collaborateurs viennent ici en formation auprès des personnes qui sont en train de regagner leur autonomie. On peut aussi avoir des formations qui soient liées dans le cas de la formation mobile qu'on a mis en place avec Clubster Santé, c'est-à-dire former nos collaborateurs au plus proche des problématiques. Par exemple, dans le cadre du handicap psychique, nos collaborateurs peuvent être amenés à être en immersion dans des services de gestion de la maladie mentale. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes en handicap psychique qui sont au domicile, parce que je vous rappelle que la maladie psychique est depuis quelque temps considérée comme un handicap. Donc en fait, on va développer d'autres prises en charge au domicile. On peut aussi avoir la valorisation des savoir-faire expérimentiels, c'est-à-dire qu'on va détecter au sein de nos collaborateurs, des collaborateurs qui vont être cooptés et qui vont donc présenter des compétences un peu particulières, un peu plus poussées, un peu plus fines, et que les collaborateurs, dès qu'ils vont avoir une difficulté, sans passer par nous, surtout sans passer par nous, par la hiérarchie, ils vont les appeler, les contacter en direct en disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai une difficulté sur tel type de matériel, est-ce que tu peux venir m'aider? Moi aujourd'hui j'ai telle difficulté sur tel type de prise en charge, est-ce que tu peux venir m'aider? Là, moi cette toilette, j'arrive vraiment pas à la faire, je sais pas, je ne vais pas prendre le problème dans le bon sens, est-ce que tu peux venir m'aider? Voilà. Donc c'est vraiment ça votre innovation, hein. C'est d'avoir imaginé évidemment que vos équipes sont confrontées à différentes situations et qu'il faut aussi les former, les monter en compétences dans ce domaine, et du coup d'avoir mis des experts un peu dans vos équipes qui sont référents. Alors au lieu de passer par la hiérarchie, ils s'appellent entre eux et sur des cas très pratiques pour le coup, hein. C'est ça l'avantage. Quel est le bilan un peu de cette expérience d'ailleurs de ce management? Ça fonctionne bien? Alors tout dépend du degré de maturité des équipes, hein, parce qu'en fait aujourd'hui le groupe est constitué en équipes qui œuvrent sur des territoires différents, mais il est clair que lorsque ça fonctionne dans une équipe, très clairement,
ça s'auto-alimente, ça s'auto-organise et ça permet surtout à tout le monde de gagner en confiance. Et on fait émerger ce qu'on appelle une intelligence collective, ce qui fait que le collectif va prendre le pas sur l'individuel. Si à un moment donné, l'individuel peut faire défaut sur une problématique spécifique, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nos interventions au domicile peuvent être très complexes, très lourdes. On peut d'un seul coup être sur une situation qui peut potentiellement nous échapper. Et il faut savoir que une personne toute seule, ça peut être très anxiogène. Donc là, le fait de développer l'intelligence collective, parce que l'objectif, il est là, c'est très clairement comment en équipe, on peut faire face à cette multiplicité de nature d'intervention au domicile. Voilà. Alors, vous m'avez dit, il existe parfois des collaborations qui permettent de créer ces passerelles-là entre ces compétences de la santé, vos métiers, ces connectiques. On a parlé beaucoup des maisons à domicile pendant un moment, dont vous collaborez déjà. Est-ce que ces passerelles-là fonctionnent? Est-ce que vous avez eu des freins nous avons, effectivement, je vois de quoi vous voulez parler, nous avons une agence qui est sur une maison de santé pluridisciplinaire. Donc en fait, moi je suis convaincue qu'on a, là-dessus, vraiment convaincue qu'on aurait vraiment énormément de développement, que ce soit en attractivité, en compétences, en gestion du parcours, en limitation des ruptures, si le secteur du maintien à domicile était beaucoup plus proche du secteur sanitaire et vice-versa. Si on avait des méthodologies d'échange, si on avait des passerelles, si très clairement on arrêtait de se regarder derrière notre vitre de verre et que voilà, une forme de défiance aussi quand même du monde sanitaire, de là pour se dire les choses. Et puis nous, des fois, on n'a pas le bon véhicule, on n'a pas le bon langage. Moi, je suis une entreprise, donc peut-être que voilà, avec. Mais néanmoins, donc on a essayé de collaborer sur une maison de santé pluridisciplinaire. Je n'en démords pas, je suis persuadée que ça fonctionnera, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. On se heurte à plusieurs choses, problématique de financement, problématique du partage de la donnée, problématique de la confidentialité. Néanmoins, on voit des choses émerger. Le PAERPA a comme été une innovation qui a permis d'essayer de travailler sur ce genre de choses. Les PTA, les plateformes d'appui territoriales, vont dans ce sens-là aussi. Et moi, je collabore avec le territoire du Grand Hainaut en collaboration avec l'hôpital de Valenciennes sur un gros projet qui s'appelle le projet TIGA, Territoire Innovation Grande Ambition, où très clairement, l'objectif de ce territoire, c'est de mettre en lien pour effectivement régler les problématiques sanitaires de ce territoire qui sont juste désastreuses, avec des taux de surmortalité de 3000 personnes annuelles sur 800 000 habitants. Donc on perd le nombre de morts sur la route sur 800 000 habitants quand même, pour pouvoir développer des nouveaux modes de collaboration entre le sanitaire, le monde économique, mais aussi le monde du maintien à domicile. Et ça, je suis intimement convaincue que nous, intégrateurs du domicile, on a un rôle nécessaire, important et à valoriser, c'est bien ça l'enjeu, à valoriser des interrelations qu'on peut mettre en place avec tout ça, en prévention et surtout en suivi de parcours. Voilà. Oui, alors est-ce que c'est quelque chose, d'ailleurs, si vous voulez partager cette expérience pour ceux qui sont à peu près dans le domaine d'activité ou qui sont carrément dans le domaine sanitaire, est-ce que c'est une expérience que vous avez envie de partager? N'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, d'autant plus que vous donnez quelques exemples où, dans votre quotidien, dans vos équipes, où on voit l'importance du rôle de vos équipes, y compris dans le parcours de soins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les équipes peuvent être les premiers alerteurs sur la non-observance d'un traitement, peuvent être les premiers alerteurs sur les effets secondaires d'un traitement avec des changements de comportement, peuvent être les premiers alerteurs sur une perte de poids, peuvent être les premiers alerteurs sur un risque de syndrome de glissement, peuvent être les premiers alerteurs sur les problématiques de comportement, par exemple sur le handicap psy, des personnes qui peuvent à un moment donné décompenser. On est vraiment des alerteurs. Je ne dis pas qu'on va faire du soin, je dis simplement, ou alors on peut, au contraire, donner des conseils ou être releveur d'indicateurs en disant, voilà, nous, la personne vous dit ça, mais nous, on constate au quotidien qu'en fin de compte, non, enfin, il n'y a pas, c'est pas effectivement comme ça que ça se fait. Et en plus, c'est remettre aussi, ça c'est une politique et une stratégie managériale, c'est remettre chacun de nos collaborateurs dans son niveau d'expertise. Et aujourd'hui, le niveau d'expertise d'une auxiliaire de vie, ce n'est pas uniquement de faire une toilette ou de donner à manger à un collaborateur, c'est son rôle de sentinelle. Et ça, c'est un vrai niveau d'expertise qui est absolument négligé aujourd'hui sur les auxiliaires de vie, qui pourraient aujourd'hui vraiment, dans des phases aujourd'hui de société en délitement et dans le rôle de la problématique de l'isolement, pourraient vraiment jouer un rôle très très important de relais d'information, si bien en source qu'en en organisation du retour au domicile et de nouvelles prises d'habitude sur les domiciles.
dans les deux sens. Et on le voit bien justement dans votre management de vos équipes, et c'est cette innovation, cette recherche de monter en compétences, des collaborations comme ici avec la Fondation Opal qui vous permet de monter en compétences, y compris vos équipes. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, c'est pas toujours évident avec les passerelles, sont pas toujours évidentes avec le milieu sanitaire. Par contre, quand vous collaborez avec de votre expérience avec des industriels pour des habitats connectés, là par contre, ils viennent chercher vos compétences à vous. Ben oui, parce qu'en fait, le monde industriel reconnaît notre compétence. Alors, au sein du réseau Adapt Service, on a créé un Adapt Lab qui, en fait, permet de détecter, de mettre en relation les entreprises avec, en fait, notre panel d'utilisateurs, en fait. Très clairement, le réseau Adapt Service aujourd'hui, c'est 6 000 collaborateurs au national, c'est 2 000 collaborateurs en Hauts-de-France. Très clairement, quand vous êtes aujourd'hui un industriel qui veut lancer un produit sur le marché, à destination des personnes en situation de dépendance, en fait, on s'interconnecte, on parle le même langage, puisque retour sur investissement, innovation, quand on parle aussi, ça ne sert à rien d'avoir la meilleure idée du monde si elle n'est pas du tout en lien avec le réel besoin, et on essaye comme ça de faire... Et c'est vrai qu'à Adapt Lab, on en est au 3e exemplaire, je crois, de mémoire, et en fait, on lance... On peut dire au contraire, non, alors là, ce que vous pensez être innovation, ce n'est absolument pas une innovation, ou alors si, c'est une innovation, mais le marché n'est pas prêt, ou alors au contraire, allez-y, c'est bon, vous pouvez lancer. Et on teste vraiment, on reçoit en territoire des exemplaires et on va tester auprès de nos collaborateurs, auprès de nos clients, la bonne utilisation ou l'avantage technologique que peut apporter l'innovation. Exactement. Alors, évidemment, on va laisser un peu la parole à notre expert. Quand on voit cette expérience, aussi bien au niveau du management de l'équipe, mais également du retour d'expérience avec les industriels, c'est quelque chose qui est assez porteur peut-être pour ce domaine? Oui, déjà, je voulais remercier pour ce témoignage de Madame Lefebvre. Oui, je trouve un mot très important, c'est la notion d'intégrateur. Je pense que c'est un point essentiel, c'est qu'une innovation peut s'inscrire que dans une organisation qui fonctionne. Et je dirais, ils ont la chance, en effet, d'être en contact, on va dire, régulier, voire quotidien, avec, on va dire, leurs bénéficiaires finaux, les usagers et les patients. Et c'est vrai que cette relation privilégiée doit amener, en effet, à penser l'innovation de manière plus globale, d'où cette logique d'intégration. Et c'est vrai que ça suppose aussi de réussir à intégrer, je dirais, les parties prenantes indispensables au projet. Et c'est là où, probablement, c'est pas simple, c'est normal. Je dirais, il y a des logiques, il y a des rythmes, il y a des préoccupations qui ne sont pas forcément les mêmes. Et je pense qu'il serait intéressant, en effet, c'est voir comment co-construire, en effet, des nouvelles solutions ensemble, progressivement. Alors, je sais bien que c'est du temps, c'est d'énergie, ça demande aussi de casser des barrières. On parlait de décloisonnement. C'est des logiques, en effet, qu'il faut comprendre. Il y a des montées en compétences pour que les uns et les autres se comprennent. Mais je trouve, en tout cas, que c'est un très bel exemple. Et je tiens à remercier, en effet, ce premier témoignage pour voir, en effet, qu'aujourd'hui, il y a nécessité, on parlait d'alerte, mais il y a besoin d'être au quotidien et au contact, en effet, des réalités et de pouvoir, à partir de là, faire intervenir les bonnes personnes. Et il faut bien, en effet, que ces personnes-là comprennent les enjeux, comprennent, en effet, comment s'y prendre. Et il y a bien des règles. Et donc, à partir de là, il y a bien une montée en compétences, une organisation à mettre en place. Et je pense que le mot qui est revenu, qui me paraissait vraiment important ici, c'est le mot organisation. Une innovation n'a de sens que si elle est inscrite dans une organisation qui fonctionne. Voilà, je vous propose d'applaudir évidemment ce premier témoignage, c'est très concret. Évidemment, je rappelle qu'ils ont un stand notamment pour l'antenne, vous venez de Valenciennes, vous, c'est ça? Mais il y a un stand y compris de l'antenne, je pense, qui est plus ici sur... En fait, on a... Oui, allez-y. Je suis avec Mylène et Denis, et en fait, on est venu avec une innovation, en fait, en gros, de réalité virtuelle. Si vous souhaitez... revêtir un masque et sur une réalité virtuelle qui vous projette dans les 80 ans, si ça vous dit. À une époque, on avait une réalité qui n'était pas tout à fait virtuelle, on vous passait une combinaison. On est passé à la version digitale, donc n'hésitez pas à venir essayer. C'est assez rigolo. C'est bien, on pourra en parler parce que justement il y a plusieurs cas, on va parler de réalité virtuelle plusieurs fois au cours de cette journée. Merci pour ces témoignages. N'hésitez pas à intervenir également sur votre expérience dans cette organisation. Alors vous l'avez dit, il y a des passerelles qui existent avec ce projet incroyable qui est le projet TIGA pour rattraper ce retard sur ce territoire où malheureusement il y a quelques retards dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé. Et on va en parler un petit peu dans un domaine
domaine bien précis avec la présence du docteur Girard Butaz. Isabelle, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de service en neurologie et vous êtes présidente de la commission médicale d'établissement au centre hospitalier de Valenciennes et vous avez mis en place un service de télémédecine pour la prise en charge territorialisée de l'AVC. Alors pourquoi il y avait nécessité c'était quoi le but, c'était quoi à l'origine? Bonjour docteur. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Quand vous faites un AVC ischémique, c'est-à-dire quand vous bouchez une artère dans votre cerveau, à cette époque-là, nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs, 4h30 pour injecter un produit pour la déboucher. Voilà, c'est ça le centre de notre question. Donc c'est une prise en charge qui est urgente, et plus on va vous injecter tôt, à partir du moment où vous faites votre accident vasculaire cérébral, plus vous aurez de chances de récupérer, et donc de ne pas être handicapé grave. L'AVC ouvrant la porte malheureusement à l'hémiplégie, à la perte du langage, et donc à des handicaps sévères, puisque c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte dans notre pays. Et donc, il y a une réelle urgence à donner plus vite en dents. Vous m'aviez donné au téléphone, c'était très flagrant, détaillé temps par temps avec le pourcentage. Dites-le parce que je trouvais ça extrêmement criant. Donc nous, le temps zéro, c'est je fais mon AVC à domicile ou sur son milieu professionnel. Donc si on vous thrombolise, puisque cette injection de produit s'appelle la thrombolyse, si on vous applique ce traitement dans les 1h30, on va sauver un malade sur 3. Entre 1h30 et 3h, un malade sur 7. Et entre 3h et 4h30, un malade sur 13. Donc on voit bien sûr, que le plus favorable est d'arriver dans les 1h30, sachant qu'aujourd'hui, le temps moyen d'arriver sur nos structures des patients est plutôt à 2 heures. Donc il y a évidemment nécessité d'abord de former la population aux signes de l'AVC. C'est pour ça qu'on voit passer quelques campagnes d'information sur les médias nationaux, qui en général servent à quelque chose pendant 5-6 mois et puis malheureusement s'éteignent, ce qui est le cas pour toutes les pathologies, y compris l'infarctus du myocarde. Alors vous aviez un constat, c'est que sur votre territoire, autour de Valenciennes, il y avait un problème sur la prise en charge justement de cette urgence de l'AVC. Alors justement pas autour de Valenciennes, hein, ouais. Parce que comme madame vient de le dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Notre pays est très structuré et il y a des frontières qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et heureusement, on a le droit de penser quand même. Hein, donc, c'est pas Valenciennes, c'est une association d'acteurs, François Monnier-Veillet à Lens et moi-même à Valenciennes, qui constatons les mêmes choses sur nos deux territoires, si j'ose dire, c'est-à-dire l'Artois et le Hainaut-Cambrésis. Barrières administratives, le 59 et le 62. Donc, la rame commence. Et le constat est le même, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse partie de la population qui n'accède pas dans les temps dans les unités de soins intensifs neurovasculaires, qui sont les seules à pouvoir prendre en charge ce type de patients, puisque sur tout l'Artois et sur tout le Hainaut-Cambrésis, vous avez 2 unités, une à Valenciennes et l'autre à Lens, une unité plus petite tout en haut à Béthune, et que donc tous les gens qui sont au sud de ces 2 énormes régions mettent trop de temps pour arriver chez nous et donc échappent à ce soin en urgence. Donc ça, c'est vraiment le constat majeur, c'est la perte de chance. Hein. Quand on est médecin hospitalier, le Graal, c'est les mêmes chances pour tous, évidemment. Hein. On sait tous très bien que ce n'est pas le cas, bien sûr. Et sur l'accident vasculaire cérébral, parce que nous sommes tous les deux spécialisés sur cette pathologie, le constat est dramatique. Hein. Nous, on appelait ça le triangle de la mort, c'est-à-dire quand vous habitez Arras ou Maubeuge ou Fourmies ou Cambrai, eh bien, vous n'accédez pas suffisamment tôt aux 2 unités pour pouvoir être soigné dans les temps et donc éviter le handicap. Voilà. Donc ça, c'est le constat majeur. Et il y a un deuxième constat aussi, c'est que les équipes de ces 2 unités, qui étaient à cette époque-là en astreinte, c'est-à-dire à domicile, et qui étaient appelées à chaque alerte, s'épuisaient totalement, puisqu'on était susceptible d'avoir de multiples déplacements. Moi, mon dernier week-end d'astreinte, c'est-à-dire samedi, dimanche, j'ai fait 1000 km. Et j'ai fait, je ne sais plus, 15 ou 20 allers-retours à l'hôpital pour soigner les gens en urgence. Donc ça devenait totalement ingérable et totalement insupportable sur des équipes très étroites. À cette époque-là, on était 5 médecins. Hein. Donc quand vous faites ça toute l'année, 24 heures sur 24, bien, très vite, les équipes lâchent, évidemment. C'est pas pérenne.
Alors, après avoir fait ce constat avec votre collègue de Lens, je lui dis il faut trouver une solution. Et là, vous vous êtes porté sur la télémédecine. Alors concrètement, expliquez-nous comment ce service, à qui il est destiné, comment vous l'accompagnez et techniquement comment ça se présente. Alors la première idée, c'est la mutualisation, vous l'avez compris, puisqu'il faut unir, il faut unir les forces. Et donc il faut casser le mur de Berlin 59-62. Donc les murs administratifs, alors ça a été relativement simple, parce que on a tout de suite tous compris, que ce soit l'Agence régionale de santé, que ce soit nous, que tout seul on ne pouvait pas le faire, et qu'en s'unissant, eh bien, on pouvait le faire. Donc l'idée, ça a été de réunir les équipes d'abord, et ça c'est la première idée, c'est qu'on a dit, on va unir les équipes de différents services de neurologie, donc Lens, Valenciennes et au départ Maubeuge, c'était un peu le socle, si j'ose dire, commun, pour faire une garde sur place. On unit les équipes radiologiques, puisqu'il nous faut de l'IRM dans cette histoire pour savoir ce qu'a le malade au niveau du cerveau, de ces 3 établissements aussi. Donc ça nous permet de passer de 5 personnes qui s'occupent d'une astreinte 24-24 à 12 personnes qui s'occupent d'une garde sur place. C'est très différent. Et pour les équipes, c'est plus confortable pour finir d'être en garde sur place. Mais bien sûr, une fois que le neurologue est en garde à Valenciennes, par exemple, que va-t-on faire du malade de Lens ? Et donc, la solution technique, c'est évidemment la télémédecine. Donc, on a mis en place, très bêtement, des caméras, une caméra et une prise son dans chaque service d'urgence de ces 3 établissements. Une télétransmission des images. Et donc, vous avez un neurologue qui a une console avec 3 écrans. Un écran où il y a le dossier du patient, un écran où il y a son IRM, puisqu'on ne travaille que sur IRM, et un écran où on peut filmer, enfin, on est en direct avec le patient, par l'intermédiaire des caméras et des prises son. Et en fait, c'est une infirmière d'unité de soins intensifs qui examine devant nous le malade. Nous avons un examen standardisé qui sert à évaluer le handicap du patient. Et en fonction de ces différents éléments, le dossier clinique, le dossier biologique, imagerie et évidemment l'examen clinique, on va prendre une décision ou non de le soigner en urgence. Parce que bien entendu, il y a des contre-indications pour ces patients. Donc au départ, Lens, Valenciennes, Maubeuge, ça nous permet en fait d'ouvrir une unité de soins intensifs à Maubeuge. Parce qu'à Maubeuge, ils étaient 3. Ils ne pouvaient évidemment pas à 3 tenir à 24, 365 jours par an. Donc en fait, c'est la garde qui prend en charge, c'est la garde télé-AVC qui prend en charge la permanence des soins, ce qu'on appelle nous la permanence des soins, c'est-à-dire les heures non ouvrées en clair. Et donc à 3, ils s'occupent du jour, et puis la nuit, c'est le système qui prend le relais. Donc ensuite, on a ouvert Maubeuge d'emblée. Ensuite, on a ouvert une USINP à Arras, de la même façon, où il y avait 3 praticiens. Donc ce qui nous permet de nouveau de mailler le territoire. Et ensuite, nous avons ouvert 2 antennes dans des structures où il n'y a pas de neurologie, que sont Cambrai et Douai. Et donc là, les malades sont positionnés, par exemple, aux urgences de Cambrai, expertisé en journée par télémédecine par Valenciennes et en garde par le système télé-AVC. Donc aujourd'hui, 6 établissements, à peu près 1500 expertises par an. Sur la dernière coupe, sur 6 ans et demi, nous avons expertisé 7000 malades et thrombolysé 990 patients, donc à peu près 1000 patients thrombolysés. Et aujourd'hui, nos taux de thrombolyse en population sont supérieurs à certains taux américains. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait un vrai retard. Et aujourd'hui, vous avez su rattraper ce retard grâce... Je crois qu'on l'a rattrapé et on dépasse, au-delà, bien au-delà, par ce système. On a rattrapé le retard. Alors, bien sûr, la médecine évolue. Donc maintenant, on a une nouvelle technique de soins qui est apparue et qui est validée depuis 2015, qui est la thrombectomie. Et donc, en 2014, un peu avant la validation scientifique, on a mis en place, avec le CHRU de Lille, une télétransmission des dossiers pour pouvoir éventuellement, en deuxième ligne de traitement, donc une fois qu'on les a thrombolysés ou quand il y a une contre-indication à ce soin, on télétransmet les dossiers et le CHU nous donne un go pour transférer le patient, parce que là, par contre, c'est une technique mécanique, c'est-à-dire qu'on
on fait passer un guide jusqu'aux artères cérébrales à partir de l'artère fémorale. Donc tout en bas, on navigue et on va retirer le caillot mécaniquement. Donc là, pas question de télémédecine, bien sûr, malheureusement, parce qu'il faut un opérateur au bout de la sonde, si j'ose dire. Mais c'est un système qui fonctionne correctement, mais qui recrée une inégalité, puisque là encore, là, on a 6 heures. Et donc, en effet, le malade de fourmi, pour le temps de le soigner, par exemple à Maubeuge par télémédecine, et ensuite de le transférer au CHU, il a moins de chances d'être correctement soigné, ou en tout cas dans les temps, qu'un malade plus proche du CHRU de Lille. Voilà. Donc ça, c'est les évolutions de la médecine. Hein. La télémédecine, pour finir, ne règle pas tous les problèmes, évidemment. Dans nos métiers, on a besoin beaucoup d'humains. Et il y a des humains qui ne sont pas remplaçables. Hein. Peut-être qu'un jour, il y aura un robot qui thrombolysera les malades, ça je ne sais pas, mais je pense que je serai en retraite. Et ça m'étonnerait aussi. Mais heureusement, nos métiers évoluent. Et pour finir, le but, c'est toujours, pour finir, de ne pas vous faire travailler vous, en gros, c'est-à-dire d'essayer d'éviter que les patients soient handicapés. Pour nous, notre soin, c'est 0 handicap. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on évalue nos systèmes de soins, pour nous, c'est ce qu'on appelle le Rankin, c'est une échelle de handicap. Rankin 0,1, ce sont des patients qui n'ont aucun handicap dans la vie quotidienne. Donc c'est ça notre cible. Nous, s'ils ont même un tout petit handicap, pour nous, on n'a pas atteint la cible. Voilà. Donc... on a prouvé évidemment sur le plan scientifique que ces patients traités par télémédecine ont exactement le même devenir que les patients traités en live, si j'ose dire, par un neurologue en chair et en os au pied du lit. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'entre les deux modalités, on pourrait penser souvent c'est le frein des professionnels de santé, des médecins, on a besoin de toucher le patient. Et là, vous avez fait les deux modalités, vous avez fait, et le résultat est le même. Aucune différence. Aucune différence. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas? N'hésitez pas, évidemment, sur cette expérience. Ce qui est intéressant, c'est on va parler un petit peu, vous avez mis 3 ans, et c'est depuis combien de temps que ce service Alors, ça télémédecine tourne depuis le 15 juin 2011, exactement, donc c'est très précis, parce que l'heure de départ fut un peu, je dirais, contrainte et douloureuse. Ouais. Non, ça a été dur, ça a été 3 ans de... En fait, pour finir, ce qui est assez drôle, c'est que ce qu'il faut... La difficulté, c'est de convaincre les gens qui font du soin, qui peuvent le faire autrement, et notamment par l'intermédiaire de caméras. Pour la petite histoire, nos caméras, c'est des caméras comme les caméras de parking, vous savez, les caméras rondes, là, qu'on voit dans tous les parkings, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc, c'est des caméras tout à fait standards. On a des consoles un petit peu particulières parce qu'on a une transmission d'image qui est très lourde. Hein. L'IRM, c'est très lourd en transmission. Et on a des consoles haute définition pour les images, en fait, hein, pour la vidéo. Mais... en gros, nos consoles, c'est pas... c'est une console de télémédecine, la nôtre en tout cas, elle vaut 11 000 €. C'est pas un investissement complètement délirant, quoi. Après, bien sûr, il nous faut les autoroutes de l'information. Mais pour finir, la difficulté, c'est de convaincre les gens qui font de la médecine, comme nous, les neurologues, par exemple, qui ont été les plus difficiles à convaincre, pour finir, que c'est possible d'examiner un malade à distance. Parce que c'est vrai que... nous, on touche les gens, puis il y a une question de feeling et de... on sent les gens aussi, vous voyez, on sent le patient qui va... c'est du feeling quand même, cette histoire. Il y a une grosse formation, évidemment, médicale et scientifique, mais on aime beaucoup avoir le malade, en face de soi. Et pour finir, il y a eu un énorme travail pour convaincre les gens que ça allait fonctionner et pour leur faire dépasser des éléments qui pour moi étaient de nature fantasmagorique. Voilà, on va tuer des gens. Non, on va pas tuer des gens, on va les soigner. Donc, mais il y avait beaucoup de fantasmes. Et puis alors, il y a la peur de la panne. Donc la peur de la panne nous a amené, François Meunier-Veillé et moi, à écrire, mais vous vous imaginez pas, des dizaines et des dizaines de et si ça tombe en panne, comment on fait et si ce truc-là, ça tombe en panne, comment on fait et si, bon. Et puis, c'est pour ça que je vous ai dit que... Donc on a mis 3 ans, hein, quand même. Hein. Alors, il a fallu construire avec l'industriel notre modèle, hein, notre dossier.
qui est quand même particulier, qui est spécifique. Et puis le modèle de télémédecine, hein, qu'ensuite cet industriel a d'ailleurs exporté, hein, en Champagne-Ardenne, enfin dans beaucoup de régions françaises, dans la région de Bordeaux aussi. Vous avez fait appel à un industriel de la région, d'ailleurs, pour développer votre système? Pas du tout. Pas du tout, non? Non. Oh, c'est tout. Non, mais comment s'est passé ce lien, d'ailleurs, avec ce professionnel? Alors, c'est simple, en fait, c'est un industriel qui est déjà implanté dans la région Nord-Pas-de-Calais sur les autoroutes de l'information entre les différents établissements. Donc, en fait, c'est l'industriel qui travaille avec le S2IH, à cette époque-là, S2IH, qui s'appelle je ne sais plus comment maintenant. Bon, bref, ça n'a aucune importance. Mais toujours, ça s'appelle peut-être S2IH maintenant, d'ailleurs. Ça peut-être autrement avant. Donc, bref, c'était eux qui s'occupaient déjà de nos autoroutes d'information. Donc, c'était un industriel déjà implanté ici. Et donc, il y a eu un appel d'offres un peu régional et c'est eux qui ont répondu. Voilà. Donc, on a travaillé avec eux. Ils nous ont fait du sur-mesure. Ça, c'est très important. Et en partie, ça nous a aussi permis de lever les réticences, c'est-à-dire que pour finir, c'est pas nous qui avons dû nous adapter à un outil, c'est nous qui avons construit l'outil. Et ça a quand même été l'un des éléments qui nous a permis de faire passer la pilule, si j'ose dire, auprès des professionnels. Et dans cette histoire, donc vous l'avez compris, le malade étant aux urgences, les professionnels sont nombreux. Il y a tous les urgentistes, hein, et les urgentistes dans chaque centre sont quand même assez nombreux. Dans mon établissement, ils sont quand même 21. Et ils tournent beaucoup en plus. Hein. Ils changent souvent de crèmerie, ces médecins. Il y a tous les personnels paramédicaux, donc des déchocages d'urgence, des USINV, donc des unités de soins intensifs. Il y a tous les neurologues, les radiologues. Donc en gros, aujourd'hui, il y a 700 professionnels qui se servent du télé-AVC. Et qu'on a, pour finir, réussi à emmener dans la barque. Et donc, pourquoi douloureux 15 juin? Parce que, évidemment, il ne fallait pas commencer le 15 juin parce qu'il y avait les congés après et que ça allait mettre les équipes en tension. Puis pour finir, le message, ça a été de dire, ouais, mais enfin, tous les ans, il y aura l'été et les congés. Et donc, on va être en tension tout de suite, mais au moins, comme ça, on saura où on est. Ce sera un bon test. Voilà, ce sera un bon test. Et puis, pour finir, ça a fonctionné, je ne dirais pas comme sur des roulettes, mais presque. Et l'outil est tellement intégré maintenant qu'on a une procédure qu'on appelle la procédure de prise de garde, où quand on arrive en tant que neurologue, on doit appeler tous les centres pour vérifier que les caméras fonctionnent. Donc on appelle les caméras, on appelle les passerelles radiologiques. Et aujourd'hui, il n'y a plus un neurologue qui le fait. Ce qui fait que quand à 2h du mat, ils se rendent compte qu'il y a une panne, ils sont vénères parce qu'ils ne l'ont pas vérifié avant. Et bon, c'est toujours plus compliqué en plus de réparer en pleine nuit. On a une hotline, hein, bien sûr, 24/24 qui nous répare. On a, pour finir, les problèmes techniques de tout le monde, hein, je pense. En gros, la plus grosse solution, c'est quand même de débrancher la prise et de la rebrancher, quoi, hein, quand même. Hein, c'est la première chose qu'on fait tous, hein, on reboot, et puis en général, ça repart. Bon, c'est toujours un peu stressant quand c'est dans de l'urgence, mais bon, voilà, quoi. C'est en général, la première solution est la bonne, et on le fait tous, et bon. Globalement, on a très très peu de problèmes. On a eu 2 problèmes qui nous ont obligés à rappeler les astreintes, puisqu'on a toujours des neurologues d'astreinte, hein, bien sûr, dans nos établissements. D'abord parce qu'on ne fait pas que de l'accident vasculaire cérébral, et puis parce que on sait que ça peut tomber en panne et que donc il faut éventuellement appeler un neurologue en urgence pour soigner le patient si jamais le système est en panne. C'est arrivé 2 fois depuis 2011, donc ouais. On peut dire que c'est un système extrêmement fiable, ouais. Et que je pense qu'on peut applaudir parce que c'est une belle réussite d'innovation. Alors évidemment, Eric, quand on voit une solution comme ça qui est disponible tout de suite, c'est quelque chose qui est évidemment une clé de succès. Oui, déjà je vais féliciter le docteur Gérard Butas pour cette merveilleuse innovation. C'est vrai que là, il y a des vies en jeu, donc je dirais on parle quand même d'un sujet crucial. Moi, ce qui m'a le plus marqué, le plus frappé, je dirais, c'est en effet la prise en compte de la problématique. Je pense qu'elle est vraiment remarquable à ce sujet. C'est que parce qu'on a bien compris les enjeux de la problématique, du coup, on a su convaincre en effet les bénéficiaires. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement marquant. Alors, j'ai noté plein d'autres choses, hein, les parties prenantes, comment les associer, la maîtrise des coûts, le sur-mesure, etc. Mais je dirais l'aspect, en effet, pour moi fondamental, c'est cette capacité à avoir compris les enjeux.
Et à partir de là, je dirais, de prouver qu'on peut apporter une plus-value sur une solution qui, a priori, est contre-intuitive en termes, je dirais, de prise en charge. Et c'est vrai que c'est parce qu'on a intégré et on a compris qu'en effet, si on restait dans l'État, on ne pouvait pas faire mieux, les solutions existantes avaient leurs limites, et que de toute façon, malheureusement, je dirais, on n'avait pas à les mettre des hôpitaux dans tous les coins de France, et donc il fallait trouver une autre solution. Je dirais cette initiative qui finalement s'est transformée aujourd'hui en dispositif, et finalement quelque chose qui est a priori devenu une activité, je dirais, classique et normalisée, au départ, c'est une réelle innovation, parce qu'on parlait en effet faire autrement, c'est ça l'innovation. Au départ, c'est en effet changer des habitudes, changer des routines, changer aussi des conceptions. Et c'est parce qu'en effet, il y avait une vision des convictions fortes, et là, je pense que c'est vraiment remarquable aussi dans ce projet, qu'on a su aller au bout. Parce que malheureusement, là aussi, si la problématique n'est pas bien posée avec des convictions qui ne sont pas clairement affirmées, j'ai peur que beaucoup de projets, à un moment, je dirais, ne trouvent pas le souffle nécessaire. Alors, ce qui est aussi remarquable, je dirais, c'est l'organisation, le fait de prendre en compte un peu tous les cas et à partir de là, anticiper aussi, et notamment les inquiétudes qui souvent sont les principaux freins, je dirais, à la mise en place d'une innovation. Et donc, pour tous ces éléments-là, je dirais bravo. Bravo, et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres de ce type, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu, notamment dans ce secteur, où aujourd'hui, malheureusement, les contraintes sont fortes, et en même temps, je dirais, on parle de vie humaine, donc c'est vraiment des problématiques cruciales. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient de ce cas précis, cet exemple de réussite? Non? N'hésitez pas, bien sûr, oui. Avec le... Allez-y, oui, bien sûr. Alors, justement, oui, est-ce que c'est applicable à d'autres secteurs? Vous travaillez dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? La formation. D'autres secteurs de la région Nord-Pas-de-Calais ou d'autres secteurs dans d'autres secteurs d'activité, autres que le traitement de l'AVC. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je suis centrée sur la télémédecine dans le télé-AVC. Je n'ai pas développé d'autres solutions. Il s'avère par ailleurs, mais ça c'est mon autre casquette de présidente de CME de Valenciennes et par ailleurs présidente du collège médical du GHT Hainaut-Cambrésis, où évidemment on va se servir de solutions de télémédecine pour essayer de rattraper des trous de prise en charge. En gros, pour faire de la téléconsultation, on peut imaginer par exemple téléconsulter des patients à Fourmies. Fourmies est une structure hospitalière de proximité qui est extrêmement isolée, avec des réseaux autoroutiers qui sont inexistants, routiers. Quand vous faites Maubeuge-Fourmies en plein hiver, c'est vraiment très très compliqué. Et donc clairement, on veut mettre en place des systèmes de téléconsultation pour rattraper des trous de prise en charge dermatologiques. La neurologie, oui, c'est possible. L'examen neurologique est un examen relativement complexe sur le plan clinique et très long. Alors, il ne faut pas penser, enfin moi je pense, très sincèrement, si depuis 30 ans on n'avait pas mis en place dans notre pays un numerus clausus et qu'on avait le nombre de médecins absolument nécessaire ce jour, on n'aurait pas besoin de télémédecine. Soyons clairs, voilà. Donc il y a quand même une problématique de ressources humaines médicales dans notre pays qui est extrêmement importante et qui fait qu'on doit se servir d'outils qui ne sont pas traditionnels pour la médecine. Bon. En ce qui concerne l'urgence du télé-AVC, où là on a des problématiques très lourdes, parce que le 24-24 est très lourd à supporter. Je veux dire, vous savez, moi actuellement j'ai une équipe de 8 personnes, quand vous supportez à 8 un 24-24, c'est très lourd. C'est très très lourd. Donc la problématique de la permanence des soins, puisque le 24-24 pour nous c'est la permanence des soins, c'est une problématique très particulière dans laquelle, à mon sens, la télémédecine est extrêmement intéressante parce que vous pouvez mutualiser à mort. Moi aujourd'hui j'ai un neurologue et un radiologue de garde qui veillent sur 2 millions de personnes. Donc la moitié de l'ex-Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est hyper rationnel. Alors, je dois dire qu'ils sucent en EO, ils ne regardent pas voler les mouches, ça c'est sûr. Mais bon, une fois que c'est fait, si j'ose dire. Et donc, vous avez 2 personnes qui s'occupent de 2 millions de personnes, la moitié de l'ancien Nord-Pas-de-Calais.
C'est très rationnel. Après, dire les neurologues de Maubeuge, par exemple, vont faire de la téléconsultation à distance de neurologie générale, si j'ose dire, examiner à distance un parkinsonien, etc. Là, non, c'est très compliqué. De novo. Par contre, faire du suivi de malades chroniques connus, alors là, oui, aucun problème. Voilà, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour faire de la télémédecine, il faut des télémédecins. Donc quand on est sur des équipes déjà très contraintes, vous leur dites, bon, ben écoute, maintenant tu vas en plus faire de la téléconsultation à 100 bornes d'ici, il va vous répondre, ben ouais, mais sur quel temps, quoi? Parce que là, je suis déjà fort occupée. Donc ne pensons pas que l'outil remplace l'humain. Voilà. En médecine, en tout cas, c'est quand même complexe. Il faut toujours des médecins au bout de la ligne, hein. Sauf quand vous faites de la téléexpertise, par exemple radiologique, où on peut vous envoyer quelque chose et vous pouvez le lire le lendemain ou le surlendemain ou 2 heures après, etc. Voilà. Mais quand vous parlez de téléconsultation, par exemple, bah, il faut quand même toujours bien un médecin au bout de la ligne, quoi. Et donc, il faut des temps médicaux. Vous pensiez à une application précise, peut-être, par rapport Sur l'infarctus, est-ce que c'est applicable? Bah, l'infarctus du myocarde, aujourd'hui, est traité par coronarographie, en fait, hein, c'est-à-dire par montée de sonde pour aller dilater votre artère. Et donc, il faut un opérateur au bout. Et donc, vous ne pouvez pas faire de coronarographie par télémédecine. Donc voilà, c'est la même chose que nous, la thrombectomie, quand on monte des sondes pour aller chercher notre caillot, ben, il faut un opérateur au bout de la sonde, et là, on est dans de l'humain. Donc ça ne peut pas se faire par télémédecine aujourd'hui, pas du tout. Par contre, en cardiologie, on a un projet dans le cadre du GHT, la surveillance des pacemakers, des défibrillateurs. Là, le champ est totalement ouvert, extrêmement intéressant, avec de l'intelligence artificielle qui détecte les malades dont les dispositifs commencent à fléchir un peu, de façon à les rapatrier en urgence sur les centres de rythmologie. Oui. Donc, des idées, on en a. Il y a déjà des solutions, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut pas toujours vouloir réinventer la roue, hein, parce qu'il y a déjà des solutions. François Mounier-Veillé et moi, on était allés à Londres présenter le télé-AVC au Congrès européen, qu'on appelle le European Stroke Congrès. Et on s'était rendu compte qu'en Allemagne, ils avaient le même système que nous depuis 10 ans. Si on avait pris la peine d'aller traverser la frontière, toujours les frontières, on n'aurait pas réinventé la roue nous-mêmes, quoi. Bon, après, vous savez bien, entre les Allemands et les Français, il y a une différence culturelle très importante, hein. Les Allemands sont extrêmement rigoureux et extrêmement dynamiques. D'ailleurs, dans la prise en charge de l'AVC, ils sont 10 ans en avance par rapport à la France, hein, faut quand même le dire. Donc bon, voilà, c'est tout. On a réinventé la roue dans notre coin, mais on avait constaté à l'European Stroke qu'on avait réinventé la roue, qui existait déjà dans le pays d'à côté. Voilà, donc il faut aussi s'ouvrir largement, je pense, hein. C'est un retour assez intéressant ce que vous dites par rapport au thème qu'on évoque évidemment aujourd'hui, et de créer davantage de passerelles, ça évite évidemment ça fait permet de profiter de l'expérience de chacun. Évidemment, d'ailleurs, quand on parle de passerelles, on va parler du cluster santé. Vous avez une expérience aussi, c'est un peu votre propre de métier de créer ces passerelles. Je voulais juste réagir avant à la question de monsieur et compléter. Sur d'autres spécialités, notamment en ophtalmo et en cardiologie, il existe de la télémédecine. En cardio, c'est entre un EHPAD, une maison de santé et un CH d'Armentières. Et sur l'ophtalmo, c'est entre un ophtalmo et un orthoptiste dans la région. Voilà, c'était juste pour évoquer 2 autres disciplines qui ont développé la télémédecine en région. Il y a plein d'autres télémédecines dans la région, bien sûr. Hein, vous avez Télé-EEG pour les interprétations d'électroencéphalographie. Vous avez Télurge qui envoie au service de neurochirurgie de Valenciennes et du CHU les images des accidentés de la route, etc. etc. Ça, c'est Télurge, c'est urgence neurochirurgicale. Ensuite, à Valenciennes, nous, on a 7 systèmes de télémédecine, Télépalia sur le soin palliatif, Télépadia, on a des systèmes sur la iatrogénie en EHPAD, etc., etc. Un système avec la prison aussi, pour éviter les transferts des prisonniers qui, en général, en profitent pour s'échapper. Mais c'est tout à fait le but, hein, soyons clairs, hein, c'est vraiment tout à fait ça, c'est de ne pas extraire le prisonnier de la prison et de pouvoir le soigner à distance. Donc on fait, avec la prison de Valenciennes, de la dermato,
de la radiologie pour essayer d'éviter les transferts. Donc, de la télémédecine dans le Nord-Pas-de-Calais, la région du Nord-Pas-de-Calais, l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, est extrêmement dynamique en télémédecine. Il y a énormément de télémédecine dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on est dans une région qui est quand même extrêmement dynamique là-dessus. Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout que le télé-AVC dans cette région. La région de la Picardie, Hauts-de-France, la globalisation Hauts-de-France fait que je pense que ça va se diffuser. D'ailleurs, le télé-AVC a été exporté, si j'ose dire, dans le reste de la région Nord-Pas-de-Calais, notamment ici, sur la Côte d'Opale, sur la métropole lilloise, etc., etc. Donc, on est quand même une région extrêmement dynamique en ce qui concerne la télémédecine, dont je rappelle qu'elle n'est qu'un outil. Moi, je pense que si, au départ, on ne sait pas ce qu'on veut faire, l'outil ne sert à rien. Donc, pour moi, tous les télémachins, moi, j'appelle ça affectueusement les télétubies, parce que quand j'étais enfant, je sais pas, certains sont de ma génération, moi, je regardais les télétubies, il y a des espèces de bonhommes verts, donc tous les télétubies médicaux, là, si on n'a pas le but, ça ne marche pas. Voilà. Donc pour moi, c'est des outils, c'est l'usage qui est important. Le reste, la technique, ça marche. Hein, pour finir, c'est pas une problématique pour moi, la technique. Ça parle à notre expert, ça, évidemment. La problématique cruciale. Alors, je vous propose encore une fois de saluer ce témoignage du docteur Isabelle Girard-Bitas. Merci beaucoup parce que c'est évidemment très riche et un bon exemple. Et c'est un exemple concret. Et on va parler également d'exemples très concrets. Je vous propose d'accueillir avec moi Pauline Rouzet, chargée de coordination au Cluster Santé Lille, et Bastien Herbet ou Herbez ? C'est comme je veux, je veux dire Herbez, alors animateur de l'EHPAD du Bon Air à Marne-de-Limine. Alors vous allez intervenir tous les deux, vous avez chacun un micro, je l'espère. Et alors avant qu'on aille plus loin, parce que c'est quand même un peu particulier, on n'illustre pas forcément ce que c'est qu'un cluster santé, ça fait partie des jargons qui sont apparus sur les dernières années. Là. Expliquez-nous ce que c'est qu'un cluster. Je vais parler plutôt pour Cluster Santé parce qu'il y a plusieurs clusters dans la salle qui ont d'ailleurs des stands, j'ai vu. Donc Cluster Santé, c'est un réseau d'entreprises de santé. On est près de 220 entreprises de santé de la région Hauts-de-France. Ça va de la start-up à la multinationale qui a un siège ou une antenne dans la région. Et on a aussi des établissements de santé et des services médico-sociaux pour justement décloisonner entre les industriels et le sanitaire et le médico-social. D'ailleurs, Adapt Service fait partie de Cluster Santé, tout comme la Fondation Opal et la Vie Active que pourra présenter Bastien juste après. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de favoriser les opportunités de business, de favoriser aussi forcément le développement des entreprises, de créer des emplois et bien sûr, pour atteindre ce but-là, mutualiser les compétences, savoir-faire, networker, favoriser le networking et faire de la veille sur le marché. Et pour cela, on développe des ateliers et des événements, mais aussi des projets collaboratifs donc entre les membres du réseau. Voilà, on parle depuis le début de passerelle et vous êtes l'illustration même de cette volonté-là et de donc toutes les passerelles. Les patients Exactement, un petit peu. Ouais. Bah, justement, on va en parler parce que vous allez, et là ça concerne directement les patients, enfin ce qu'on appelle aussi les usagers ou les bénéficiaires, une collaboration, un projet, on l'a appelé IPA, pour Habitat Innovant pour personnes âgées. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit concrètement. Tout à fait. Donc IPA, c'est un appartement témoin équipé en produits et solutions dédiés au bien vieillir et à la prévention de la perte d'autonomie. Donc c'est un projet qu'on a développé depuis, qui est en route et qui a été inauguré en juin 2018 et qui avait été initié en août 2017. Donc en collaboration avec la Vie Active. Je peux peut-être juste laisser la parole à Bastien pour qu'il présente la Vie Active. Oui, et présentez-nous parce que c'est sur votre site. Alors expliquez-nous, la Vie Active, c'est... Donc la Vie Active, c'est une association basée sur Arras en fait et qui regroupe 80 structures de la petite enfance à la personne âgée. D'accord. Et en particulier, parmi les membres de la Vie Active, il y a votre EHPAD aussi, vous êtes animateur dans cette EHPAD. Alors elle est située à Marne-le-Limine, c'est bien cela. Et vous êtes directement, vous avez décidé de
contextualiser dans un endroit très concret où il y a directement des usagers, cet habitat au sein de cet EHPAD. Alors comment ça s'illustre? C'est juste à côté, c'est à l'intérieur Donc en fait, IPA est un logement d'une résidence autonomie et la résidence autonomie est accolée à l'EHPAD. D'accord, très bien. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans... Alors, déjà, j'ai envie, pour donner une idée de l'ampleur de la collaboration, on sent bien qu'il y a, avec cette association, avec l'EHPAD, une collaboration, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se sont... combien il y a au total d'acteurs qui se sont intégrés au projet IPA? Là, à l'heure actuelle, il y a une 50aine d'équipements qui sont valorisés dans l'appartement IPA. Et ça représente 35 entreprises du réseau Cluster Santé. Il y a aussi des produits européens qui sont testés dans cet appartement et quelques autres solutions en dehors du réseau Cluster Santé. Donc il y a du mobilier adapté, de la domotique, des logiciels pour professionnels de santé. Et du coup, je rebondis à ce que le docteur disait, c'est un projet à la base européen. Donc l'idée est de voir ce qu'on fait au niveau européen pour ne pas refaire ce qu'il existe déjà en fait. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, et vous, votre mission, Bastien, c'est donc justement d'accueillir directement dans ce logement et de montrer... Alors, le but du jeu, c'est bien sûr d'accueillir le maximum de public, le maximum de monde, parce que vous avez besoin de ce retour d'expérience. Vous allez voir comment on utilise tout cela. Et ensuite, de faire ce bilan, de voir, évidemment, de transformer l'essai. Alors, tout premier lieu, ma première question qui vient en tête, c'est quelles sont les réactions les plus... quand vous avez les personnels, les usagers de l'EHPAD qui viennent dans cet habitat connecté, qu'est-ce qui les sidère le plus? Vraiment, bah ça j'en ai besoin, je le veux absolument chez moi. Au niveau des visites, tous les produits plaisent en fait en général. L'idée c'est vraiment que chacun vienne visiter l'appartement et s'approprie les produits qu'il a besoin en fait pour chez lui ou pour la personne âgée. Et en général, on a quand même quelques produits qui sortent du lot, à savoir en domotique, on a des volets motorisés à reconnaissance vocale en fait. Donc ça bluffe pas mal. On peut commander également par tablette via une application. Ensuite, on a également un déambulateur verticalisateur que j'ai pris, que vous pourrez voir tout à l'heure. Il n'est pas encore là. J'ai du mal. Un déambulateur verticalisateur, c'est-à-dire c'est un déambulateur qui permet de se relever facilement d'une position assise. Et vous verrez le système, il sera disponible à midi. Et enfin, on a également des capteurs par Schneider, en fait, des capteurs de chute qui permettent tout simplement de détecter la chute. Alors, évidemment, alors ça, c'est les publics directement concernés, c'est les personnes âgées qui viennent voir. Mais le public que vous accueillez, c'est pas forcément... Au niveau du public, en fait, on accueille un large panel. On a des associations, on a des EHPAD, on a des écoles qui vont bientôt... On a déjà eu l'IFAS de Lille, l'école d'aide-soignante, et on a des lycées professionnels qui vont venir. Et en fait, on rencontre quand même une difficulté relativement majeure. C'est dans le sens où on a du mal à accueillir le public final, c'est-à-dire la personne âgée. Donc c'est un message. Donc si dans vos structures, dans vos contacts, ils ont besoin pour avoir ce retour-là, pour vraiment avoir ce bilan efficace de retour d'expérience, venez à Marne de Limite. On a une question là? N'hésitez pas si vous voulez profiter avec nous. Donc ramener du public parce que évidemment on a besoin d'avoir le maximum de monde pour que l'expérience soit la plus riche possible. Évidemment. Donc c'est vraiment le but du jeu, c'est de faire connaître. Le but du jeu également, je suppose pour les entreprises qui vous font confiance, c'est au bout d'un moment de trouver l'utilisateur final, de trouver ce marché. Aujourd'hui, qui serait l'acteur le plus sensibilisé à cela? Ça dépend vraiment des produits et solutions. Mais c'est vrai que pour les entreprises, donc elles mettent à disposition ces équipements dans l'appartement. L'objectif du projet, déjà, c'est de faire connaître ces aides-là, en fait. On n'a pas connaissance de tout ce qui existe pour favoriser le bien vieillir, pour aider la personne âgée, l'aidant et aussi les professionnels de santé. Donc, c'est tout d'abord un lieu d'information et les entreprises aussi souhaitent avoir un retour des usagers, des utilisateurs sur si ça répond bien à leurs besoins, en fait, au final. Eric, notre expert, c'est un peu souvent le problème quand on veut innover, c'est au bout d'un moment, c'est de pouvoir trouver le marché également, l'application concrète. Est-ce que voilà, c'est de rechercher si c'est bien adapté, c'est fait partie des bonnes clés éventuellement pour réussir ces innovations? Oui, je dirais la première chose, on l'a vu également tout à l'heure, c'est qui bénéficie à la fin, je dirais, de cette innovation. Je dirais à la fin, il doit y avoir quelqu'un qui a un gain et il doit être visible pour cette personne, et ça doit changer à quelque part sa vie.
Je dirais une innovation ne peut être acceptée que si finalement elle apporte réellement une plus-value pour cette personne. Sinon, je dirais elle ne va pas faire l'effort, ou finalement l'innovation va être secondaire et puis on va passer outre. Et donc là, je dirais, ce qui est très intéressant, j'ai eu la chance de visiter l'appartement, c'est vrai qu'on a une vision vraiment, je dirais, complète en situation. Et c'est vrai que là aussi, en situation, on perçoit les choses très différemment. Si vous voyez ça uniquement à travers un catalogue ou simplement même, je dirais, hors contexte, on ne voit pas la richesse, entre guillemets, la plus-value que ça peut apporter. Et je dirais ce qui est vraiment intéressant dans l'initiative, c'est qu'on visite et on rentre, c'est une expérience de vie finalement, et on rentre à l'intérieur et on s'y prend soi-même, je dirais, à expérimenter. Du coup, on se rend compte de l'apport. Et je crois que c'est ça qui est souvent un petit peu, pas négligé, mais pas toujours perceptible, c'est à travers l'expérience, on se rend compte, je dirais, réellement de ce qu'apporte l'innovation. Et pour moi, je dirais, c'est ça qui est intéressant et fondamental, notamment dans ce projet, c'est qu'on peut en situation se rendre compte, et notamment l'utilisateur final. Après, la difficulté, c'est en effet de les faire venir, parce que quelque part pour eux, c'est un peu se préoccuper de choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'aborder. Mais ceci dit, là encore, je pense que les comportements évoluent, et un des enjeux, ça sera celui-ci, en effet, c'est comment, en effet, présenter les choses pour qu'ils en aient envie. Bastien, vous me confirmez, les personnes âgées qui viennent visiter l'appartement ont le sourire en repartant. C'est plutôt une expérience enrichissante. Il y en a même qui veulent repartir avec certains produits. Voilà, ça va, vous n'avez pas eu trop de pocket? Non, ça va. Bon, tant mieux, c'est important. On se méfie toujours, Je pense qu'on peut évidemment saluer cette expérience, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, évidemment. Je vais demander de vous présenter, bien sûr. Alors, Gilles Delbar, je suis président d'honneur d'un cluster qui est issu d'une activité de la recherche sur l'amélioration des seniors, l'amélioration du bien-être chez eux, tant chez eux en privatif ou en EHPAD, depuis 2005. Bon, nous avons eu le plaisir cette année quand même d'avoir des ressources, parce que nous n'en avions pas, seulement aidés par la CCI de l'Artois, des ressources qui nous ont été délivrées par la région, qui nous permettront donc d'étendre nos actions. Alors, nous avons quand même une expertise, puisqu'il y a l'expérience depuis 2005, sur ces questions. Nous avons eu pendant 5 ans une maison qui était à disposition et visitable, adaptée pour les seniors. Beaucoup de participants sont venus voir les expériences. Nous travaillons aussi, bien sûr, sur la prospective. À ce sujet, petit détail, vient de sortir une chaussure d'alerte des chutes. Ça évite d'avoir un parquet ou tout autre. C'est quand même excessivement important. Ce sont des produits qui, en prospective, il y a aussi au niveau de la recherche. Je félicite d'ailleurs Madame pour la télémédecine, parce que c'est pas toujours facile de mettre des médecins d'accord, surtout que certains ont des certitudes. Donc ça, c'est l'expérience de quelqu'un qui est bien senior. Donc voilà, on essaye aussi de mettre en relation toutes les entreprises et les acteurs qui peuvent apporter des solutions, évidemment, dans l'habitat domestique des personnes. Donc on travaille bien sûr avec Marle-les-Mines, le cluster santé, nous avons des relations aussi avec. Voilà, je crois que la pluridisciplinarité est absolument indispensable, comme vous le disiez d'ailleurs, en médecine. Petite parenthèse aussi, c'est qu'en médecine, par l'intelligence artificielle, vient de permettre de déceler des cancers qui étaient invisibles à l'œil humain. Donc on avance, et il faut le faire savoir. Merci. Merci pour votre témoignage, évidemment. Vous pouvez applaudir. Ça témoigne également du tissu ô combien riche des expériences. Il y a plusieurs expériences qui existent, et celle-ci en est une, évidemment. Allez-y, je vous en prie. Oui, rapidement. Bonjour, je suis Sophie Poirot, je suis chef de service pour un SAD sur Amiens. Donc on intervient sur la métropole. Moi, je salue vraiment ces expériences-là. Juste une remarque et une inquiétude, c'est au jour d'aujourd'hui, qui va pouvoir avoir accès financièrement à ce type d'équipement. Je pense qu'on manque de bailleurs sociaux dans les salles aujourd'hui sur la question du vieillissement.
Et puis la deuxième inquiétude, c'est mon leitmotiv, c'est bien de prévoir comment va se passer la vie à l'intérieur, mais il faut prévoir comment les équipes peuvent rentrer dans le logement. Et aujourd'hui, on a énormément de mal à pouvoir accéder aux certains logements, certains appartements, des badges, des clés sécurisées. Je ne comprends pas qu'avec de telles énergies, de tels lancements d'innovation, on n'ait pas encore solutionné ce problème pour toutes les équipes qui interviennent. Parce qu'au domicile, quand on prend en charge quelqu'un qui est âgé ou handicapé, voilà, on peut être plusieurs auxiliaires de vie, plusieurs infirmières, plusieurs kinés, on peut être 5, 6 ou 7 à se relayer, et au niveau des clés des badges, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est bien de prévoir le dedans, mais comment on peut rentrer? Voilà. Alors ça, pour le coup, c'est des cas extrêmement concrets. Ça a été étudié, ça, cette question-là, dans le projet IPA? C'est-à-dire le problème, bon là on parle concrètement, que les équipes parfois on sécurise de mieux en mieux, mais je sais pas, ça fait partie des questions qui sont soulevées ou pas? Moi j'ai surtout retenu la première. Oui. J'allais revenir dessus, la j'allais question revenir. Financière, en fait, la question du coût, c'est vrai qu'elle revient assez souvent au niveau pendant les visites. Là on essaye d'élaborer une sorte de foire aux questions pour expliquer un peu toutes les aides qui existent pour pouvoir financer ces dispositifs. Et l'objectif aussi de l'appartement témoin IPA, c'est de porter à la connaissance du département, du conseil régional, des mutuelles, des équipements qui existent. Et petit à petit, certains produits et solutions commencent à être pris en charge par ces acteurs-là. Très bien. Et quand vous parlez de ces acteurs, c'est les institutionnels que vous avez cités? Oui. Parce qu'il était question des bailleurs aussi dans votre question. Est-ce que c'est eux qui peuvent s'approprier, je suppose, aussi, hein, on a plusieurs visites de bailleurs et ça les intéresse énormément. Et aussi, on a des visites d'ergothérapeutes pour justement adapter le domicile. On en a eu pas mal depuis l'inauguration qui sont venus visiter. Ouais. Voilà. Dans la salle, est-ce que par hasard, on aurait des bailleurs qui représentaient... Bon, là, on a un autre exemple, non, mais... non, c'est pas le cas. Mais là, je suppose qu'on va parler également de cette expérience qui a lieu ici à la Fondation Opale de Dôme Opale, dont on va faire. Il y a Midi d'ailleurs qui vous invitera tout à l'heure cet après-midi pour celles et ceux qui le souhaitent à visiter l'expérience Dôme Opale. On est aussi sur des expériences similaires. C'est bien cela? Exactement. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire le lien avec ce nouveau concept d'habitat. Puisque la Fondation Opale est dotée d'un appartement thérapeutique, un démonstrateur santé et autonomie. Donc vous aurez l'occasion de visiter cet après-midi si vous le souhaitez. Donc je vous invite à vous inscrire pour visiter cet appartement, et qui est dans le prolongement de ce qu'on vient de discuter, d'un appartement qui permet de mettre en situation des personnes en situation de handicap, mais aussi d'établir des événements pour la formation, pour la recherche. Et donc voilà, c'est un appartement qui est un peu similaire avec celui dont on est en train de parler. Et donc c'est intéressant de pouvoir échanger et pourquoi pas d'agrandir les expériences autour de cette innovation. Voilà. On dit souvent que les expériences s'augmentent, et ben on va profiter. Alors si vous ne voulez pas, on va avancer un petit peu parce qu'on a pris un petit peu de retard. Juste vous vouliez ajouter très rapidement? Rapidement, je voudrais ajouter qu'il y a une nécessité de prévenir et de former aussi les personnes autour de 55 ans de ce qui va leur arriver. Parce que, ils tombent du jour au lendemain sur un problème quelconque et ils ne savent pas exactement quelle disposition prendre, y compris dans l'avenir de leur logement. Ouais, on voit bien que ce sont des problématiques. Effectivement, on n'envisage pas à l'avance quels seront nos besoins demain. Et évidemment, vous avez raison de le souligner, ça doit faire partie évidemment de ces expériences qui sont à partager.